Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour le screener PEA-PME pour avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les critères du screener PEA-PME. On va se mettre sur les sociétés françaises qui sont cotées en France. J'ai conservé la plupart des industries, j'ai rapidement enlevé biotech et pharmaceutical. D'habitude j'enlève d'autres industries, mais ici c'est comme il y a peu de sociétés, d'industries que j'ai envie d'écarter, je n'écarte que celle-là pour l'instant. On se met sur des critères pour être différents du screener value, parce que sinon si je mettais des critères de rendement, par exemple ce critère de rendement des capitaux investis et un critère de valorisation, j'aurais finalement à peu près la même sélection que ce qu'il y a dans le screener value. Ce qu'on va mettre ici, c'est plutôt des sociétés qui sont éligibles PEA-PME. Alors, est-ce que c'est uniquement ce critère-là? On va dire que c'est un proxy du critère PEA-PME, c'est-à-dire moins d'1 milliard de capitalisation boursière. Je mets un critère de qualité minimale à 7% de rendement des capitaux investis. On rappelle, c'est une rentabilité opérationnelle. On met un autre critère de solidité du bilan. On ne veut pas que la société soit endettée à plus de 3 fois l'EBITDA. Et pour être différent des screeners value, ici, je me concentre exclusivement sur les sociétés qui ont une croissance supérieure à 5%. En rythme annualisé sur 5 ans. Et on y va tout de suite avec les paramètres avec les résultats du screener. Alors, on passe en revue les colonnes. Comme d'habitude, ici on a le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation avec 3 multiples de flux, une valorisation par rapport à un multiple de bilan, le rendement des capitaux investis. Je laisse le rendement des fonds propres, mais ça sera pas forcément utile ici, ça c'est plutôt pour les sociétés financières. Ensuite, on a l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA au dernier trimestre disponible, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire pour vérifier s'il y a des rachats d'actions ou de la dilution, et free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio qui se calcule par rapport au bénéfice net, mais on verse le dividende avec les free cash flow. Donc il faut bien vérifier qu'il y a une équivalence à minima entre les deux. On commence tout de suite avec la première société de la liste, qui est Lectra, une société de l'industrie du logiciel. On a, alors la market cap elle est en dollars, on l'a pas ici en euros sur cette vue proposée par l'outil. Bon, on est à 1,1 milliard de dollars US de market cap. Forte croissance, un rythme annualisé sur 5 ans, on a 13,5%, ce qui est pas mal. La valorisation, ça en ressent. On est à 13,1 en VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA, 35 en ratio court-bénéfice et 2,5 en ratio court free cash flow. Donc les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc là il faut aller comprendre d'où ça vient. Est-ce que la société a baissé ses dépenses en capital, ce qui fait monter les free cash flow, ou est-ce que elle a fortement amélioré son BFR, ce qui fait monter le cash flow opérationnel, et donc les free cash flow à dépenses en capital constante. Donc ça à vérifier. On a une rentabilité qui est correcte en rendement des capitaux investis à 7,5, 7,6. Un endettement qui a 0,4 fois la dette nette sur EBITDA, donc le bilan est solide, on rappelle, nous c'est 3 fois à la limite, donc on en est très loin. On est à 1,5 en rendement du dividende, ce qui est peu généreux, et il y a un peu de dilution, puisque le rendement actionnaire qui inclut les rachats ou les dilutions d'actions est à 1,1%. Le payout ratio est à 45%, donc on a un dividende qui est plutôt sécurisé à ce niveau, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a largement de quoi payer ce dividende. La société pourrait même racheter des actions, vu que ces free cash flows sont quand même assez excédentaires. Donc là, ce que ça va faire, ça va désendetter le groupe et renforcer la trésorerie, mais bon, on pourrait l'utiliser autrement, ces free cash flows. Donc Lectra, ça m'a l'air intéressant, ce petit dossier. À voir pourquoi... donc la valorisation est un peu élevée, en termes de VE sur EBITDA et en price earning, mais ça reflète une croissance qui est intéressante, avec une rentabilité qui est correcte. Donc peut-être aller creuser ce petit dossier. Equasense, l'ancien Pharmagest Interactive, société de logiciels spécialisée dans la gestion d'officines de pharmacie. On est à 628 millions de dollars US de market cap, 8,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc croissance assez élevée. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11 fois, donc là c'est un peu cher mais pas excessif, 14 en ratio court-bénéfice, pareil, c'est un peu cher mais pas excessif. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. Si c'est ponctuel, c'est pas gênant. Peut-être que la société a passé les dépenses en capital
on va dire élevé. Si ça vient d'une variation défavorable du BFR, donc là c'est moins bien, donc à vérifier. Bon, je pense qu'on peut rester sur ces deux multiples là, hein, VE sur EBITDA et price earning, qui nous disent que c'est moyennement cher, on va dire. On a une excellente rentabilité, hein, rendement des capitaux investis à 14,7%, donc société très rentable. 0,5 fois la dette nette sur EBITDA, donc pas trop endetté comme dossier non plus, ça c'est bien. Un dividende de 3,4%, intéressant hein, à ce niveau, sur une société qui a de la croissance. Elle verse en plus un dividende qui est assez intéressant. On a un rendement d'actionnaire à 3,2%, donc il n'y a pas beaucoup de dilution, mais il y en a un petit peu quand même. Un payout ratio à 44,5%, avec des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets, donc attention, le rendement total de l'actionnaire, à mon avis, il va pas beaucoup plus augmenter que ça, puisque on est déjà au-dessus de 50% en réalité par rapport au free cash flow. Donc à vérifier pour les années prochaines. Equasense, moi je pense que c'est un bon petit dossier qualitatif, ils ont bien profiter de la période pandémique, mais ça se normalise à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont quand même de quoi continuer à croître à cette vitesse-là. Groupe Guillain, on est sur de l'emballage alimentaire, 528 millions de dollars de market cap. C'est une société familiale, hein, ça c'est intéressant aussi, puisque là, ça donne une vision plus long terme. On est à 7,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est correct, hein, convenable comme croissance. 4,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher payé. Hein. En price earning et en price cash flow c'est pareil, on est au taux de 7. Là vous avez un dossier qui est pas très bien valorisé par le marché, pourtant vous avez de la croissance. 9,2% de rendement du capital investi, c'est un niveau qui est qualitatif, donc vous êtes sur une société quality value, complètement ici. Un bilan qui est solide, on a que 0,4 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas de problème d'endettement. 4,4% de rendement du dividende, ce qui est généreux à ce niveau, je trouve. Hein. 2% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution, mais rien d'alarmant non plus. On a un payout ratio qui est à 29,4%, avec des free cash flow qui sont à peu près équivalents bénéfices nets, donc la société pourrait quand même, s'ils veulent pas augmenter le dividende, ils pourraient racheter des actions pour au moins atténuer la dilution. Là ils sont un peu pingres, hein, je pense, et ils pourraient être plus généreux avec les actionnaires à ce niveau-là, parce qu'il n'y a aucun problème sur cette société. Hein. Elle est pour moi très qualitative. Hein. Maintenant c'est cyclique, parce que ça dépend de la consommation, mais c'est de la consommation non discrétionnaire. Hein. Un emballage alimentaire, vous êtes obligé de vous alimenter, donc même en cas de récession, la société continuera à fonctionner correctement. Ensuite on est sur Mersen, donc spécialiste plutôt la production de câbles électriques. On est sur 493 millions de market cap, 5,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est une croissance plutôt moyenne. Une valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA à 5,2, ça c'est pas cher du tout. On n'a pas le price earning, mais on peut se le calculer, 61 millions de bénéfices nets sur les 12 derniers mois, on a une market cap de 493, donc on est valorisé moins de 10 fois en PER, hein, on est valorisé même pas on doit être à 6 on doit être à 8 fois, voilà. 8 fois en PER, ce qui est pas cher, hein. Rendement des capitaux investis 8%, donc c'est plutôt correct, hein, convenable comme rentabilité. Attention qu'il y a un peu de dette sur Mersen, on est à 2,5 fois l'EBITDA en dette nette. Ça c'est un niveau qui commence à être un peu élevé, et ça forcément ça ampute le résultat net, hein, puisqu'il faut verser les intérêts qui viennent diminuer le résultat financier. Donc dommage qu'il y ait cet endettement ici. On a un rendement du dividende qui est à 5%, on n'a pas le payout ratio qui est calculé par le logiciel ici, il faudra aller regarder. De mémoire, les free cash flow étaient négatifs sur les 12 derniers mois pour Mersen, parce qu'il y a une dépense en capital importante. Mais c'est ponctuel à mon avis. Donc, moi je pense que ça se met en watchlist Mersen. Peut-être qu'il faut attendre que le bilan se désendette un petit peu, mais ça pourra ensuite complètement être intéressant une fois que ça aura été désendetté. Roche-Beaubois, on est sur du coup la consommation discrétionnaire là, hein. L'ameublement, 419 millions de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais attention, cette croissance elle inclut la période exceptionnelle de post on va dire 2021-2022 où tous les ménages ont eu de l'argent gratuit et se sont mis à s'équiper, à acheter des meubles, etc. Donc on a une croissance un peu exceptionnelle. Je pense que si on normalise, la croissance est moins élevée que ça en réalité chez Roche-Beaubois, donc méfiance quand même. On a un multiple qui est pas trop élevé, mais du coup peut-être qu'il faut aussi normaliser les l'EBITDA, hein, ça revient même, si vous normalisez le chiffre d'affaires, les l'EBITDA forcément c'est une marge, donc vous le normalisez de la même façon, et donc peut-être que ce multiple est en réalité plus élevé que ça, hein, donc à vérifier. Hein. Vous avez alors le price earning il est à 20, je pense que comme les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets et que la valeur d'entreprise sur EBITDA est quand même assez basse, je pense que pour les bénéfices nets il y a de l'exceptionnel, il y a dû avoir
des dépréciations exceptionnelles. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas en tenir compte et il faut regarder plutôt le multiple de price to free cash flow et de valeur d'entreprise sur EBITDA. Et ces deux multiples-là sont pas très élevés. Mais attention, il faut peut-être normaliser le chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, ces multiples, optiquement, ils ont l'air bas, mais ils sont en réalité élevés pour l'année en cours. Donc attention, méfiance là-dessus. 7,5 en rendement des capitaux investis, c'est plutôt correct comme rentabilité. On a 2,2 fois les l'EBITDA en dette nette. C'est un peu lourd quand même, donc il faudrait peut-être que le groupe se désendette. 6,2% de rendement du dividende, 5,9% en rendement d'actionnaire, donc il y a un petit peu de dilution, bon rien d'alarmant à ce niveau. On a un payout ratio qui est à 21%, mais les free cash flow sont au double quasiment des bénéfices nets, donc on doit être proche des 60%. Ça me fait dire que quand même on n'aura pas forcément un rendement de l'actionnaire qui sera plus élevé que ça par la suite. Peut-être que le dividende va être gelé à ce niveau, ou voire même baissé. Donc Roche-Beaubois, moi j'en serais plutôt à l'écart, je trouve ce dossier, le secteur d'activité trop cyclique, trop dépendant de l'état de forme du consommateur français, et en ce moment c'est pas fantastique, donc plutôt à l'écart. Delta Plus Group, on est sur le spécialiste de l'équipement de protection individuelle, 368 millions de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est plutôt bon, bonne croissance, 9,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est pas value, mais c'est pas si cher que ça non plus, puisqu'il y a de la croissance en face. On est sur un dossier qui est relativement qualitatif, 8,2% de rendement des capitaux investis, 2,6 en EBITDA pour la dette nette, ça c'est élevé, donc ça me ferait me tenir à l'écart de ce dossier quand même. 2,8% de rendement du dividende, on sait pas s'il y a des rachats d'actions ici, il faudra aller vérifier. Bon, Delta Plus, dommage que la dette s'est montée ainsi, ça pourrait être intéressant s'il y avait un peu moins de dette. Pull Up Entertainment, donc ça c'est un éditeur de jeux vidéo, 166 millions de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, croissance quand même soutenue, c'est intéressant, une valorisation d'entreprise sur EBITDA de 2,2, alors ça c'est vraiment pas cher payé, dis donc. On est à 9,2 en price earnings, c'est dans la zone value, c'est pas très cher, mais attention que les free cash flow sont négatifs. Alors, méfiance, il faut voir si c'est structurel ou si c'est conjoncturel, parce que si c'est pour un éditeur de logiciel, en fait, la dépense en capital, c'est pour la réalisation du jeu vidéo, mais ça doit pas être durable dans le temps, puisque à part si on réalise continuellement des jeux vidéo, et dans ce cas-là, il faut à chaque fois réinvestir, mais on a quand même... en théorie, on doit pouvoir avoir du cash qui rentre une fois qu'on a sorti les jeux vidéo. Donc ça c'est à vérifier. Vérifiez bien la négativité, d'où vient ce free cash flow négatif. On a vraiment des capitaux investis qui est à 8,6%, ça c'est correct comme rentabilité. On a 0,7 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est pas trop lourd. Forte dilution, j'ai l'impression sur le groupe, 15% moins 15% de rendement de l'actionnaire, ça veut dire que soit il y a eu un split, donc le logiciel calcule pas bien les splits, c'est-à-dire vous savez l'augmentation du nombre d'actions avec un numéraire plus bas, ou il y a eu une forte dilution. Donc ça il faut aller clarifier. Bon, pour moi ça a l'air compliqué, quand même il y a un peu d'incertitude. Si vous êtes intéressé, allez voir plus en détail ces éléments-là. Mais je pense que moi je continuerai pas plus loin l'analyse sur ce dossier. Ensuite, Compagnie du Mont Blanc. Donc là on est sur le gérant de station de ski, 156 millions de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas rien que Roche-Beaubois, il y a de l'exceptionnel quand même sur la croissance sur les dernières années, puisqu'il y a eu un rattrapage du tourisme post-2021, donc ça c'est à vérifier. On est à 4,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher payé, 7,1 en price earning, mais là pareil, peut-être que ce sont des niveaux optiquement faibles, et si on normalise l'activité, en fait les multiples ressortiront plus élevés. Donc ça, faites l'exercice de normaliser en prenant une médiane de chiffre d'affaires, une médiane d'EBITDA, etc., et recalculer les multiples pour voir à quel niveau on se trouve. En tout cas, on a un rendement des capitaux investis qui est à 15%, ça c'est élevé, donc bonne rentabilité opérationnelle, 1,7 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est moyennement lourd comme endettement, ça reste raisonnable, 5,2% de rendement du dividende, ça c'est intéressant, mais il y a pas mal de dilution, on a 4% de rendement d'actionnaire, donc dilution, free cash flow négatif, donc il faut aller voir est-ce qu'il y a une dépense en capital ponctuellement élevée, ou si c'est structurel, dans ce cas-là c'est dangereux. Et on a un payout ratio qui est à 29%, mais en fait il est au-delà de 100%, puisqu'on a versé les dividendes à crédit. Donc, pour la Compagnie du Mont Blanc, le tourisme, etc., plutôt à l'écart. Freelance.com, logiciel, plateforme de mise en relation de freelance avec des entreprises, on a 142 millions de market cap,
35%, 35,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est élevé, hein, c'est très élevé même, dis donc. Une valeur d'entreprise sur EBITDA à 5,4, c'est pas du tout cher payé, un price to cash flow à 7,3, le price earning on va le calculer rapidement, on est à 16,5 en bénéfice net, à 140 millions en market cap, donc on est en dessous de 10 en price earning, donc on est complètement value sur ce dossier, ça c'est pas mal. Rendement des capitaux investis à 7,5, donc convenable en termes de rentabilité opérationnelle. 1,4 fois l'EBITDA en dette nette, on est sur un niveau qui reste gérable, honnêtement. 3,6% de rendement du dividende, donc c'est correct, hein, c'est intéressant déjà. 3,4% de rendement actionnaire, donc il y a un petit peu de dilution, mais rien d'inquiétant à ce niveau. On a un payout ratio qui est à 29%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc la société a largement les moyens de cette rémunération d'actionnaire, pas de problème ici. Bon petit dossier à aller creuser, hein, freelance.com, je pense que ça peut être intéressant. Elle n'est pas encore trop valorisée, parce que c'est une micro-cap, et qu'il n'y a pas de fonds, les fonds ne peuvent pas rentrer sur les micro-cap, donc ça peut donner des opportunités. Clara Nova, on est sur du logiciel, de mémoire c'était du logiciel d'impression photo, mais dites-moi en commentaire si vous en savez plus. On a 138 millions de market cap, 13,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3,9 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher payé, 3,7 fois les price to cash flow, ça c'est vraiment pas cher payé. Les bénéfices nets sont négatifs, mais bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pas forcément. Si les free cash flow sont positifs, il faut voir d'où vient est-ce qu'il y a une dépréciation en fait? Est-ce qu'il y a eu de l'exceptionnel, la dépense non cash qui impacte les bénéfices nets? Allez voir le tableau de flux de trésorerie et le compte des résultats. Mais je pense que c'est le cas, hein, pour Clara Nova. Donc rien d'alarmant à ce stade. On a 23,4% de rendement des capitaux investis, donc très forte rentabilité opérationnelle. Une fois les l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est complètement gérable. Il n'y a pas de dividende qui est versé. On a un rendement d'actionnaire qui est à 0,23, donc il y a peut-être un peu de rachat d'actions sur Clara Nova à vérifier. Et bien voilà pour cette revue. Donc qu'est-ce que je garderai dans cette liste? Moi j'aime bien les dossiers value, vous le savez, donc je prendrai en priorité Groupe Guillain. Ensuite, Mersen, même s'il y a des free cash flow négatifs et un peu de dette, mais j'aime quand même bien les multiples, la valorisation du dossier. Il y a un petit peu de croissance, et même le secteur d'activité, hein, électrification, c'est un secteur qui marche très bien. Vous regardez Schneider Electric, vous regardez Legrand, il y en a d'autres, ça marche pas mal. Ensuite, si vous voulez faire de la croissance, je pense que Equasense, c'est pas si bête que ça, hein, c'est pas mal. Il y a pas trop de dette, il y a une bonne croissance maintenant qui est plus faible qu'avant, mais c'est une croissance qualitative avec des multiples pas trop élevés. Ensuite, en croissance, alors Delta Plus, dommage, c'est un peu trop endetté pour moi, donc plutôt à l'écart. Les autres dossiers, je suis pas sûr. Alors si voilà, freelance.com, ça c'est croissance à prix raisonnable. Bon, ici on dirait que c'est croissance value quality. Hein. Il y a tout forte croissance, multiple value et en plus rentabilité correcte. Donc freelance aussi, oui, pardon. Ça je pense qu'il faut la mettre aussi en watchlist pour aller l'étudier, qui m'a l'air intéressant. J'espère que cette revue PEA-PME de avril 2025 vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.